Mais bizarrement, les Occidentaux ne sont jamais choqués par la non-démocratie dans les pays qui achètent nos candidats politiques ou qui nous vendent des énergies ou qui investissent dans nos industries de défense ou dans l'immobilier sans aucune taxation. Là, c'est bizarre, mais là, je vois souvent des gens qui disent « Oui, il faut combattre la Russie parce qu'elle n'est pas démocratique ». Alors l'Arabie Saoudite, alors, même si je défends ce pays depuis que Ben Salman est en train d'essayer de mettre à genoux les wahhabites les plus durs, hein, il y a quand même il y a bonne nouvelle aussi dans le monde aujourd'hui. Il y a des pays qui étaient financiers du terrorisme il y a 20 ans, comme l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui sont les pires ennemis des frères musulmans et du terrorisme. Mais c'est une immense comédie. Donc moi je pense, et c'est ce que j'ai dit depuis toujours, et je l'affirme, et je sais que c'est choquant, mon ami Philippe connaît ce pays, donc je ne sais pas ce qu'il en pensera, mais il me semble qu'il y a un seul pays vraiment démocratique, peut-être au monde, aujourd'hui. Et les philosophes parlaient de démocratie viable que dans un volume limité. Je suis assez d'accord avec, c'était l'analyse de Platon. C'est lequel alors ? Platon et Aristote étaient d'accord d'ailleurs sur le fait qu'une démocratie, à partir d'un certain volume, c'est pas viable. C'est la Suisse. En Suisse, pourquoi ? Moi, à chaque fois que je vais en Suisse pour faire des conférences, il y a une votation. Que ça soit locale, villageoise, fédérale, que ça soit l'État fédéré. Il y a constamment des votes. Et quand il n'y a pas de vote, il y a plein de gens dans la rue, j'ai même des amis qui l'ont fait, qui font des pétitions pour susciter des référendums. Mais quand il n'y a pas un vote permanent où on consulte les citoyens en Suisse, si un jour la Suisse a le même problème que nous d'immigration, au moins les Suisses auront participé à la chose. On leur a demandé leur avis. En France, on n'a jamais fait de référendum sur les sujets dont on sait d'avance que le peuple risquerait de voter mal. À Gaza, et je ne dis pas que c'est pas un jugement de valeur, je dis pas que c'est, enfin, pour nous c'est mal, bien sûr, mais sans faire du jugement de valeur, à Gaza, le Hamas, depuis des années, apprend à des enfants qui savent à peine parler que leur destin sera de mourir pour le djihad. Mais c'est pas mourir parce qu'il y a l'extrême droite israélienne qui colonise. Il faut rappeler ça. Le Hamas veut détruire Israël parce que ce sont des juifs qui ont pris le pouvoir sur des musulmans, alors que c'est l'inverse qui est prévu dans le Coran et dans la charia. Le juif et le chrétien sont tolérés, à la différence des païens qui doivent être tués, à condition que ça soit des hal al-dhimma. Vous savez, tout l'islam prévoit que le juif et le chrétien ne sont tolérables que s'ils payent un tribut humilié. Sariroun, sourate 9, humilié. Et donc, quand l'ancien humilié, qui est tolérable s'il est humilié et racketté par le tribut, devient le patron, c'est quelque chose d'insupportable, quand bien même il n'y aurait pas la colonisation. Alors ça ne justifie pas la colonisation, mais le vrai problème, il est là. Et le Hamas le dit, nous ne sommes pas une nation palestinienne. La Palestine est un morceau du califat. Le vrai agenda du Hamas, c'est utiliser la cause palestinienne pour fanatiser le monde musulman en général, d'où leur fixation sur le mot El-Aqsa ou El-Quds, comme les Iraniens. C'est religiosiser la cause palestinienne pour attirer le monde musulman dans une guerre qui n'est pas la leur. Il se trouve que certains leaders, dirigeants israéliens, à partir des années 94, avaient remis en question cette politique fin des années 80, mais Netanyahou, dans une logique, là aussi, ce n'est pas un jugement, c'est un fait, dans une logique un peu machiavélique, Netanyahou a repris cette politique initiale que le Shin Bet avait fini par dénoncer dès les années 90, et il a fait financer non pas par Israël, mais par le Qatar, en se disant, si je fais financer le Hamas et l'administration de Gaza via le Qatar, sachant que de toute façon ils le font par des valises diplomatiques, etc., il y avait eu des millions découverts dans une valise, ça me permettra de mieux contrôler. Si je sais qui finance le Hamas et si c'est un État avec qui j'ai langue, je contrôlerai mieux que si c'est que l'Iran ou que le Koweït il faut savoir d'ailleurs que le Hamas est financé par nos boulangeries. J'exagère. Quand vous êtes dans une boulangerie tenue par des gens qui ont une petite tirelire dans la boulangerie où vous voyez El-Aqsa, c'est souvent de l'argent qui finit dans le Hamas parce que c'est souvent des frères musulmans. Le Hamas n'est pas financé que par l'Iran ou par l'Israël, soi-disant, ou par le Qatar. Il est financé en grande partie, peut-être la plus grande source de financement, c'est les bitcoins, c'est les investissements dans les monnaies virtuelles, on connaît leur schéma, et aussi les trafics en Amérique latine, avec le Hezbollah, beaucoup de trafics, mais aussi les taxes qu'ils prélèvent, mais aussi les dons des fidèles, tout simplement. En France, il y a plein de fidèles qui, chaque année, donnent des millions, et ça devient des milliards en Occident. Par exemple, le Council of American Islamic Relations, le grand lobby musulman aux États-Unis, et depuis des années, il y a une querelle avec les pro-israéliens, parce qu'on sait que dans le CAIR, le Council of American Islamic Relations, il y a de l'argent prélevé au sein des nombreuses mosquées frères musulmans qui finit à Gaza, parce que les frères musulmans ne financent jamais l'OLP, ils financent le Hamas. Il y a des lobbies comme ailleurs, sauf que chez nous, il ne faut pas que ça se dise.
et on hurle contre le CRIF, mais le lobby islamique, moi j'ai fait des études il y a très longtemps là-dessus, si on compare l'argent du lobby islamique avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et ces milliards de pétrodollars, il est immensément plus riche que le soi-disant argent du Vatican. Vous savez, il y a eu plein de films Costa Gravas sur le Vatican qui seraient pleins d'argent parce qu'ils ont des immeubles. Ça coûte les immeubles, ça rapporte plus, ça coûte plus. Là, il y a toujours le mythe de le Banco Ambrosiano qui a recyclé l'argent de la mafia. Le Vatican serait une des entités les plus riches au monde. Les Juifs, parce que il y a 2 siècles, ils étaient beaucoup dans les banques, seraient les plus riches au monde. J'ai étudié les 10 banques, les 10 premières grandes banques mondiales. Aucune est une banque créée par des juifs. Les plus grandes banques mondiales, c'est les protestants et les catholiques qui sont à la tête. Et on trouve parmi ces banques, d'ailleurs la BNP Paribas, on trouve de grandes banques américaines bien WASP, et pareil pour les multinationales. Donc, si vous voulez, le lobby juif existe, mais il est exagéré par ceux qui, soit antisémites, soit pro-juifs par intérêt, prêtent aux juifs une puissance littéralement supranaturelle. Ils ont un point commun, les judéophiles par calcul, hein, qui veulent failloter, et les antisémites radicaux, les deux croient que le juif est surpuissant. Donc voilà, pour résumer, le lobby islamique au niveau des moyens est 1000 fois plus puissant que le lobby juif. Mais on n'en parle jamais parce que l'islam serait la victime du Goliath israélien. Je le dis ici, je peux me tromper. Moi, je pense qu'il est probable que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour en 2027. Il lui manquait 600 000 voix en 2017. Il lui en a manqué 300 000 en 2022. Avec la dynamique démographique qui est la sienne actuellement, qui est celle qui va le porter électoralement, il va y avoir beaucoup... Les Français de confession musulmane qui ont entre 15 et 18 ans, c'est ça qui ne sont pas comptabilisés alors, en ce moment. qui vont devenir majeurs, mais au-delà de ça, vous avez 70% des musulmans de France qui ont voté pour Mélenchon. 70% de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est statistique. 69% pour être précis. Mais beaucoup se sont abstenus. Moi, je vous prends le pari que Jean-Luc Mélenchon va pousser aux urnes tout un paquet de gens qui sont de confession musulmane, qui ne se déplaçaient pas et qui, cette fois-ci, pour le remercier, iront aux urnes. Tant et si bien que 300 000 voix pour accéder au second tour, c'est pas tant que ça. Ajouter à ça la fin du macronisme et donc une possibilité d'avoir un candidat qui n'ait pas cette épaisseur, qui n'ait pas cet électorat, ce socle déjà établi, et vous avez un cocktail avec un centriste ou Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Donc cette stratégie est payante parce qu'il y a un lobby de fait qui n'a même pas besoin d'avoir des relais médiatiques, encore qu'il les a, étant donné que, de toute façon, c'est la composition démographique de la France. En tout cas, la Russie est plus résiliente qu'on le pensait. Deuxièmement, ils sont entre 400 et 500 000 hommes et ils n'ont rien mis. Ils sont entre 400 et 500 000 hommes en ayant mis le strict minimum. Alors on dit qu'ils se sont pris une raclée en Ukraine. Ils possèdent 18% du territoire qu'ils ont pris en assez peu de temps, avec 3 fois moins d'hommes que l'ennemi ou l'agressé. Je dis pas ça pour faire l'apologie de Poutine. Moi, je pense que c'est une erreur absolue et c'est contraire, bien sûr, au droit international. Et on n'agresse pas un voisin dont on a reconnu les frontières. Je le dis en préalable. Mais dire que c'est... moi, j'aurais bien voulu les résultats des Américains. Et les Américains, ils se sont fait virer de Somalie. La première armée du monde, avec leurs héros qui tuent toujours tout le monde, tout seuls, contre 100, ils se sont fait dégager de Somalie. Ils ont dû quitter une main devant, une main derrière, comme on dit chez nous, 20 ans après avoir pris l'Afghanistan, et c'est pire que quand ils l'ont pris. Donc, faut rester quand même humble avant de dire les Russes ont pris une raclée. Ils ont 18% d'un territoire, certes qu'ils occupent illégalement, mais ils ont ces 18%. Et avant de mettre 400 à 500 000 hommes, ils avaient 3 fois moins d'hommes que l'ennemi. Et normalement, pour faire une guerre à un pays, il faut avoir à peu près 3 à 5 fois plus d'hommes que l'envahi. Donc je dirais, ils ont réussi à faire ce qu'aucun pays occidental ne serait capable de faire. Regardez, nous on essaye de donner des leçons, on aimerait intervenir, et d'ailleurs on intervient, on nous dit « Ah, c'est du en même temps, on n'est pas belligérant, on n'est pas co-belligérant ». Oui, moi je pense qu'on va devenir... Enfin, l'Occident s'acharne quand même un petit peu à soutenir l'Ukraine, quand même. Mais c'est un acharnement, oui, à mon avis, mortifère, parce qu'en fin de compte, il y a plus de 400 000 morts du côté ukrainien. Je crois qu'il faut arrêter l'hémorragie. Il y a le côté humain aussi qui doit parler. Et j'ai l'impression que tous ces donneurs de leçons, y compris notre président, qui essaye de se recaper une légitimité internationale, va aider encore plus loin Zelensky, qui est, me semble-t-il, aux abois. Alors, je ne dis pas que la Russie a militairement gagné. Il est aux abois, Zelensky, selon vous ? Oui, il est aux abois, parce que pour gagner, pour faire une contre-offensive, il faut d'abord avoir l'aviation qu'on attend.
Et puis une aviation, ces pilotes de chasse, ça doit être des pilotes de chasse qui doivent être formés. Exactement. Ouais. Et puis il faudrait lever au moins 2 millions d'hommes, parce qu'on est sur un territoire, sur un front qui fait 1200 km de long, c'est-à-dire 2 fois plus grand que celui qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale en 1914. Donc il faut un peu de réalisme. Mais que réponds-tu à mes amis arméniens qui disent, si on laisse la Russie envahir, en faisant une négo, une partie d'un territoire voisin, comment pourra-t-on empêcher la Turquie et les Azéris de manger tout cru l'Arménie, qui, elle, aura moins de répondants? Moi, je répondrais par l'inverse. Comment a-t-on laissé, justement, les Arméniens se faire chasser, se faire passer à tabé par les Azéris, alors que la France est une donneuse de leçons et qu'elle n'a rien fait? On donne des leçons. On a donné des armes. On ne peut même pas aller contrôler nos zones de non-droit. Il y en a 1700. Vous voyez? Donc on essaye de jouer un rôle international, alors que nous, au niveau de nos souverainetés, on est en train de la perdre sur notre territoire. Zelensky n'arrive plus à trouver d'hommes et n'arrive plus à renouveler son armée parce que les gens se font massacrer. Mais une victoire de la Russie, ce ne serait pas un cataclysme pour l'Occident? Non, mais cette guerre, je pense, Alexandre sera d'accord, nul ne peut la gagner et nul ne peut la perdre. Absolument. C'est-à-dire, la Russie ne peut pas perdre cette guerre, c'est impossible. L'OTAN ne peut décemment pas perdre cette guerre, donc la seule sortie possible, c'est par la négociation. C'est pour ça que tu posais la question de savoir si Zelensky, son temps était compté. Il me semble que son temps est compté. D'ailleurs, son état-major, enfin plusieurs personnes du commandement se positionnent, sont de plus en plus des interlocuteurs des États-Unis, notamment, parce qu'on voit bien que Zelensky, il a un peu fait son temps, quoi. Et que de toute façon, il va falloir trouver une solution. Quant aux accords de Minsk, ça a été... Il est concurrencé très rapidement. Ça a été un vrai scandale. C'est vrai, pour alimenter ce que tu dis, il est concurrencé par Yermak, qui est un ancien conseiller proche, et en plus par Zaloujny, donc chef d'état-major. Mais Yermak, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une compétition en interne, alors. 2 anciens très proches, enfin un ancien et un très proche actuel, donc parmi les plus proches de lui, sont en train de développer une voie qui serait celle de la négociation, en lui reprochant d'avoir voulu une guerre et d'avoir des objectifs de guerre irréalistes. Et l'un d'entre eux, c'est Yermak, qui est en train de constituer un pôle avec des oligarques qui ont lâché, ou que Zelensky a lâché. Vous savez que Zelensky a lâché son créateur, l'oligarque Skomorovski, qui a été jugé par la justice ukrainienne et américaine pour un détournement de 5 milliards. Par contre, Yermak est en train de constituer un pôle avec des milliardaires pour pouvoir avoir les conditions de prendre la suite de Zelensky. Et appuyé par les oligarques russes. Absolument. Qui en ont marre, tu veux, parce que quand même, c'est eux l'économie largement, même s'ils sont inféodés au pouvoir. Quelque part, on leur enlève petit à petit tout, leurs jouets, leurs yachts, leurs maisons. Mais pour le coup, c'est des oligarques aussi ukrainiens, mais favorables à la paix avec la Russie. Favorables à la paix avec la Russie, et ça, c'est certainement une des clés de la sortie du conflit. Oui. L'origine du conflit, c'est quoi? 2004-2005, c'est l'ingérence occidentale, où l'on promet un destin et un Eldorado aux Ukrainiens qui sont très pauvres, qui sont à l'époque assez russes et assez pro-russes, mais on leur fait miroiter un Eldorado. Et là, on voit l'importance des leaders. Barroso, qui était un stupide dirigeant déjà au Portugal, qui avait été recasé à Bruxelles à la Commission, Barroso a fait quelque chose de très grave que je raconte dans mon livre. Il a demandé aux Ukrainiens de choisir entre l'accord d'association avec l'Union européenne, qui faisait miroiter un jour l'Union européenne, ça veut dire de l'argent. Hein. La Turquie a gagné 9 milliards rien que par l'accord d'association. Et Barroso avait dit, c'est ça ou rien. C'est pas ça plus l'accord que propose Poutine. Or, si nous avions été une puissance pacifique, nous aurions laissé l'Ukraine vouloir demeurer neutre, on aurait permis à l'Ukraine de continuer à avoir un accord d'association avec les pays d'ex-Union soviétique, c'est l'accord eurasien que proposait Poutine, et la faute gravissime de Barroso, c'est d'avoir fait comprendre aux Ukrainiens, qui étaient attirés par l'argent européen, ce sera l'Europe ou rien. Et donc c'est ça qui a provoqué la fameuse révolution orange, puisque les Ukrainiens ont protesté parce qu'ils croyaient, on leur a menti, à cause de Barroso et de l'Union européenne et de McCain et du système américain, il y avait tous les Occidentaux dans la rue, on a fait croire aux Ukrainiens que Poutine privait les Ukrainiens de l'association avec l'Union européenne, ce qui était faux. Et ça, c'est la racine de la première révolution. Après, les Russes ont remis un pro-russe en 2010 au pouvoir en Ukraine. Les Américains n'étaient pas contents. Hein. Rappelez-vous, Madame Luland, qui a elle-même dit on va retourner comme une crêpe. On connaît maintenant les enregistrements. Et c'est là que l'Occident favorise une seconde révolution. Et enfin, excusez-moi, je suis très très rapide. Et on a un rapport de la Rand Corporation que tout le monde devrait lire. 2019, la Rand Corporation 2019 qui conseille le Pentagone. Ce rapport dit
Il faut inciter la Russie à rentrer dans un bourbier en prenant plus de territoire ukrainien pour faire une stratégie du bloodletting.